Le général Pervez Musharraf a été le président du Pakistan pendant presque toute la période où on a interrogé plusieurs terroristes. Il était un allié de premier plan de l'Occident dans sa guerre contre Al-Qaïda. On a affaire à des gens malveillants et on doit obtenir des renseignements. Si on reste extrêmement correct, on n'obtient aucun renseignement. Il faut donner de la latitude aux agents du renseignement, aux interrogateurs. La fin justifie-t-elle les moyens? Pour extirper des renseignements aux terroristes présumés, peu enclins à parler? Dans une certaine mesure, oui. Les États-Unis aussi étaient résolus à tout mettre en œuvre pour contrer la menace. En 2002, les États-Unis, champions autoproclamés de la liberté et de la démocratie, ont ouvert le camp Rayon X à Guantanamo Bay, leur base navale de Cuba. Ce choix était délibéré, car cette base est à l'extérieur de la juridiction légale des États-Unis. Les détenus peuvent y rester indéfiniment, sans procès. Et le président Bush a déclaré qu'Al-Qaïda et les talibans ne seraient pas couverts par la Convention de Genève, qui soustrait les prisonniers de guerre aux sévices et à la torture. En somme, le gouvernement Bush a démantelé l'infrastructure des droits de la personne élaborée depuis 50 ans. C'est toute l'infrastructure créée dans le sillage de la Deuxième Guerre mondiale que le gouvernement Bush a essentiellement anéantie. La CIA et le renseignement militaire ont été autorisés en secret à former une nouvelle génération d'interrogateurs et à recourir à des techniques que les États-Unis n'avaient jamais utilisées. Les psychologues étaient déterminés à venir à bout des terroristes les plus entêtés en recourant aux cagoules, à la privation sensorielle complète, à la nudité, à la force physique et même à une ancienne technique de torture. Quand on a affaire à un individu très convaincu idéologiquement de par ses croyances religieuses qu'il est acceptable d'assassiner des innocents pour atteindre un objectif politique, la probabilité qu'il parle est très faible. Il faut ajouter un deuxième élément. On ne sait pas de combien de temps on dispose. Va-t-il y avoir un attentat demain ou la semaine prochaine? La Maison-Blanche voulait des résultats et on a dit à la CIA d'en obtenir par tous les moyens. Au site noir, la CIA voulait en obtenir beaucoup plus d'Abu Zubaydah. Elle s'est substituée au FBI et elle a commencé à utiliser ce qu'elle appelait des techniques d'interrogatoire renforcées pour venir à bout de Zubaydah. On a construit une cage de confinement. Dès que Zubaydah était suffisamment remis, on l'attachait nu sur une chaise et on le laissait là dans un froid intense pendant 3 semaines en le privant de sommeil. Dès qu'il s'assoupissait, on lui aspergeait le visage d'eau. Alors qu'il souffrait encore de graves blessures, on l'isolait ensuite dans ce qu'on appelait la niche. On l'empiffrait et on le laissait là pendant des heures et des heures, souvent jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, dans l'obscurité complète et sous des couvertures pour qu'il ait de la difficulté à respirer et qu'il ait chaud. Est-ce de la torture? C'en est, selon moi. Et je crois que toute personne qui y pense de manière rationnelle dira que c'est de la torture. Aux États-Unis, le patron des agents du FBI, Pat Damuro, venait d'être mis au courant des intentions de la CIA. Il percevait un conflit fondamental entre l'approche strictement légale du FBI en matière d'interrogatoire et le recours à la coercition par la CIA. Ils ont dit qu'ils voulaient commencer à utiliser les techniques d'interrogatoire renforcées. J'ai alors dit à mes agents, rentrez, revenez. N'y participez pas, d'aucune manière, et revenez aux États-Unis. Le FBI avait conclu que ces techniques étaient mauvaises et indéfendables. J'ai dit au directeur, un jour, un groupe de personnes assises à des tables de feutre vert vont témoigner devant le Congrès. Si je suis du nombre, je veux être en mesure de me lever et de dire que le FBI n'a pas participé à cette activité. Malgré cela, la CIA a intensifié ce qu'elle appelait le programme.
Elle a demandé l'autorisation de recourir à une vieille technique de torture utilisée lors de l'Inquisition espagnole et par les Khmers rouges au Cambodge. Les procureurs du gouvernement américain ont soutenu que le simulacre de noyade était légal parce que la douleur n'était ni intense ni de longue durée. Le gouvernement a simplement redéfini la torture. Combien de personnes la CIA a-t-elle détenues dans ces sites dits noirs? Pour l'ensemble du programme qui a pris fin en janvier 2009, la réponse est moins de 100. C'était un programme minutieux, très ciblé. Mais si Zubeida subit 83 simulacres de noyade, c'est de la torture, n'est-ce pas? Ça s'est passé avant mon mandat. Mais vous devez avoir une opinion. Mon opinion, c'est de ne pas avoir d'opinion, de ne pas juger ceux qui ont dû prendre des décisions beaucoup plus difficiles que celles que j'ai dû prendre. Mon opinion, c'est que je suis reconnaissant envers mes prédécesseurs, parce que s'ils n'avaient pas fait ces choix héroïques, ces décisions difficiles m'auraient incombé. Un an après l'attentat du 11 septembre, 2 attentats suicides ont détruit 2 boîtes de nuit à Bali. 202 personnes ont péri dans le brasier, de jeunes Australiens surtout et 28 Britanniques. Les agences du renseignement de l'Occident n'avaient pas réussi à prévenir un autre attentat meurtrier. Les auteurs de l'attentat étaient membres d'une organisation affiliée à Al-Qaïda, et une fois de plus, on a établi que la planification était de Khalid Sheikh Mohammed et d'Al-Qaïda. Devant de telles atrocités, les militaires américains étaient résolus à montrer ce qu'ils pouvaient faire. À la fin de 2002, le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, a autorisé l'armée à utiliser ses propres techniques d'interrogatoire agressives à sa base de Guantanamo Bay. Rumsfeld y a ajouté une note manuscrite. « Je passe de 8 à 10 heures debout chaque jour. Pourquoi limiter la position debout à 4 heures ?» Et l'armée allait être moins supervisée que la CIA. On dit aux militaires entreprenants, en particulier, vous pouvez recourir aux chiens, aux gifles, vous pouvez faire ça. On ouvre une boîte de Pandore. Les militaires américains avaient un suspect de choix d'Al-Qaïda. Mohamed Al-Qahtani, appelé le détenu 63, avait été refoulé aux douanes américaines juste avant l'attentat du 11 septembre. On le soupçonnait d'être le 20e pirate de l'air. Le détenu 63 a été le premier dont j'ai lu le programme d'interrogatoire. Et ça m'a scandalisé. Même les techniques initiales étaient offensives et certainement coercitives. Et c'était le point de départ pour eux. Et ils l'intensifiaient sans cesse par la suite. Quand je lui ai parlé au début, il était en isolement. À ce stade, je crois qu'il commençait à avoir des hallucinations. Il parlait à des personnes qui n'étaient pas là. Il était désorienté quant au temps et au lieu. Al-Qahtani est le seul détenu que le gouvernement des États-Unis a reconnu officiellement avoir torturé. L'enquête officielle de l'inspecteur général du FBI décrit son supplice. Il était enchaîné et on lui attachait une laisse. On l'interrogeait pendant 20 heures et on lui mettait des sous-vêtements féminins sur la tête. C'est le genre de choses qu'on encourageait là-bas. Mais les plus graves allégations de torture de la guerre secrète contre le terrorisme ont eu lieu loin de Guantanamo Bay. Les prétendus transferts extraordinaires faisaient entrer discrètement un détenu dans un autre pays. Il y a un aphorisme à la CIA. Si vous voulez de bons renseignements, envoyez-le en Syrie. Si vous voulez qu'il disparaisse, envoyez-le au Caire. Et si on les envoyait au Maroc, par exemple? Voilà un endroit pour obtenir ce que vous voulez. Vous savez, vous voulez un peu de torture, un peu d'ongles arrachés, de petites brûlures de cigarettes au visage, c'est possible. Nous n'y avons pas envoyé ces personnes pour qu'elles soient maltraitées. Nous les avons envoyées là parce que c'était peut-être des citoyens de ce pays, parce que les services de ce pays étaient intéressés à cet individu pour des motifs très légitimes. Nous les avons envoyés là pour des raisons d'ordre culturel ou linguistique. Mais ils étaient plus aptes à leur extirper des renseignements. Un résident britannique allègue que non seulement il a été torturé au Pakistan, mais que la CIA l'a aéroporté en secret à la prison de Temara, au Maroc.
Il s'agit de Binyam Mohamed, l'homme qui, selon le FBI, aurait rencontré le cerveau de l'attentat du 11 septembre, Khalid Sheikh Mohammed. Il affirme que les Marocains l'ont battu et qu'ils lui ont fait des incisions au scalpel sur la poitrine et sur le pénis. D'après des documents secrets dévoilés par un tribunal britannique, il semble que les Américains contrôlaient l'opération. Binyam Mohamed allègue que, lorsque la CIA l'a transféré au Maroc, ses interrogateurs marocains lui ont fait subir des tortures horribles. Il dit que ses interrogateurs lui ont incisé le pénis avec une lame de rasoir. Est-ce possible? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? Je dois reconnaître que oui, c'est possible. Est-ce que je crois que c'est la vérité? Non. Et j'ai des motifs que je ne peux malheureusement pas analyser en public, mais j'ai de bonnes raisons de croire que ce n'est pas vrai. On ne lui a pas tailladé le pénis. Il n'a pas été maltraité de cette manière. Comment pouvez-vous en être aussi certain? Je ne peux pas en dire plus. La grande question, c'est que pensez-vous qu'il faisait au Maroc? On ne l'a sûrement pas emmené en vacances au Club Med, n'est-ce pas? Ils l'ont transféré là parce qu'ils voulaient le torturer et sous la torture, il a avoué qu'il y aurait un attentat à la bombe nucléaire à New York. Ce ne sont que des bêtises, c'est le terme légal. Vous savez, c'est l'exemple classique de ce qu'on obtient quand on torture les gens. Des éléments inutiles sur le plan du renseignement, mais qui sèment la confusion générale. Au terme de 18 mois de détention oppressive au Maroc, les Américains ont aéroporté Binyam Mohamed en Afghanistan, à la prétendue prison noire de la CIA à Kaboul, pour d'autres interrogatoires. Il affirme qu'on l'a maintenu dans l'obscurité totale, suspendu pendant 2 jours et bombardé de musique assourdissante. Puis, il a passé 4 ans à Guantanamo Bay. J'ai d'abord rencontré Binyam Mohamed à Guantanamo Bay et j'ai passé 3 jours attablé devant lui à l'écouter décrire des choses que je ne croyais possibles que dans les films d'horreur. Finalement, les États-Unis ont abandonné toutes les accusations. En 2009, Binyam Mohamed est rentré au Royaume-Uni. Il allègue que le renseignement britannique est complice de ces tortures. Il a révélé que durant sa détention au Pakistan, il a reçu la visite d'un agent britannique et que le MI5 a fourni des questions à ses interrogateurs. L'agent du MI5 s'est ensuite rendu 3 fois au Maroc pendant que Binyam Mohamed y était interrogé. Mais nous ne savons pas s'il y a un lien entre ces voyages et lui. Être complice de torture, c'est une infraction criminelle. Mais l'enquête de police à la suite des allégations de Binyam Mohamed n'a pas entraîné de poursuite. The longer these questions remain unanswered, the bigger the stain on our reputation as a country that believes in freedom and fairness and human rights. L'an dernier, le gouvernement a pris l'initiative inusitée d'indemniser Binyam Mohamed et d'autres personnes qui allèguent avoir été torturées, sans aucune admission de responsabilité. Mais cette torture a-t-elle donné des résultats? On dit que Khalid Sheikh Mohammed a fourni des renseignements à propos de plusieurs attentats potentiels,